Bonjour. Encore merci pour vos soutiens, vos messages d'encouragement. Merci de continuer à me suivre. Aujourd'hui, je suis avec une grande sœur d'origine camerounaise. Bonjour Patrice. Bonjour Gloria. Alors, je vais te laisser te présenter. Je m'appelle Patrice Elompat. Comme Gloria l'a dit, je suis d'origine camerounaise. Je suis arrivée au Canada en 2013. J'ai terminé mes études ici, puis je suis rentrée dans le monde du travail directement après. Et puis, je vis au Canada depuis tout ce temps. Waouh! Donc, tu es vraiment une doyenne, tu maîtrises tout. Je ne maîtrise pas encore tout, mais ça fait quand même un petit moment que je suis là. Ok. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi tu as décidé de venir au Canada? Je n'ai pas décidé de venir au Canada. En fait, c'était une décision de ma mère. On avait d'abord essayé la France, mais comme j'étais quelqu'un de très timide, je suis toujours timide, mais j'étais beaucoup plus timide avant. J'avais essayé de partir en France avec mes amis, puis j'étais la seule qui avait eu une acceptation. Et puis j'ai totalement refusé de partir. Et puis avec le temps, j'ai réalisé que c'était pour mon bien, que ma mère voulait que je continue mes études ailleurs. Donc l'opportunité de la France est passée. Et puis il y a eu le Canada. Je connaissais déjà une amie qui était venue ici, mais totalement dans une province différente. Elle est où même déjà? En tout cas, c'est loin. Et puis, mais je me suis dit, si elle a réussi à y aller seule, moi aussi je peux. Donc, on a fait les démarches pour le Canada. Ça s'est vraiment très bien passé. Et puis, depuis, je suis là. Wow. Donc, malgré la peur, tu as bravé ça Oui, et puis. je suis fière de moi. Bravo! Aussi, tu es arrivé au Canada. Quelle étude as-tu suivie? Ici, j'ai commencé en comptabilité. J'ai fait un bac général en administration. J'ai voulu faire une concentration en comptabilité, mais à force de découvrir le domaine, j'ai vu que ce n'était pas pour moi. Donc, j'ai commencé au Nouveau-Brunswick, à l'université de Moncton. Puis, il y a plusieurs anciens qui étaient là, qui m'ont fait comprendre que le niveau d'études était meilleur à l'université Laval à Québec. Donc, j'ai demandé un transfert. Et quand on parle de niveau d'études, c'est vrai que c'est deux mondes différents parce que il y a par exemple des cours que j'avais fait à l'université de Moncton qui n'étaient pas comme crédités ici à l'université Laval. Et il fallait recommencer. Donc, j'ai continué le bac en administration et j'ai plutôt changé ma concentration pour la finance. Et puis, tu as eu ce courage de recommencer. Et oui, en fait, c'était moins du courage que la première fois parce que cette fois-ci, j'ai pu transférer avec une amie. On a cherché un appartement ensemble, puis on a un peu, comment dire, découvert Québec ensemble, découvert l'université là-bas ensemble. C'est quoi l'administration des affaires? C'est quoi ce domaine? Ça consiste à quoi? L'administration des affaires touche à beaucoup de sous-domaines. Par exemple, quand on est encore dans ce que j'appellerais le tronc général, on voit du marketing, on voit du management, de la comptabilité, de l'économie, de la finance. Tous ces domaines dans la gestion-là te permettent un peu de... Ça te permet de toucher un peu à tout et de voir en fait ce qui t'appelle le plus, ce qui te correspond le plus. Et ensuite, quand tu vas dans la concentration, c'est sûr que tu es encore en administration, mais par exemple, quelqu'un qui a fait une concentration finance et quelqu'un qui a fait une concentration management, par exemple, ils n'ont plus du tout les mêmes aptitudes, capacités, etc. Donc, c'est vraiment un domaine vaste. Puis, tu as choisi la finance comme concentration. Oui. Pourquoi? Juste parce que je m'en sortais en finance. Honnêtement, je me suis toujours dit que j'avais pas la chance d'avoir comme quelque chose qui me passionnait réellement et que l'école c'était ma seule chance de faire quelque chose parce que je faisais juste ce dans quoi j'étais bonne mais qui ne m'intéressait pas plus que ça. Donc c'était plus une affaire de, comment dire, un tri.
J'ai juste choisi ce qui était le moins pire pour moi. Pendant tes années d'études, est-ce que tu as rencontré certaines difficultés en tant qu'étudiante étrangère? Hum, oui, en tant qu'étudiante étrangère, peut-être que mon statut d'étudiante étrangère a apporté une difficulté dans le sens où je ne connaissais pas le système ici, je ne savais pas comment les choses fonctionnaient. Par exemple, au Cameroun, j'avais commencé le premier semestre à l'université catholique. Je faisais toujours le même type d'études. Puis, on avait plusieurs matières en même temps. Et puis, on devait juste... C'était beaucoup du par cœur. Si tu connaissais toutes tes leçons, tu arrives à l'examen et puis tu es sûr d'avoir une bonne note. Et donc, quand je suis arrivée ici et que j'ai vu qu'on avait 4 matières par session, j'ai pris les choses à rigolade parce que je me disais, entre les 15 matières que j'avais à l'université au Cameroun et les 4 matières que j'ai ici, j'aurais pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais au contraire, les 4 matières qu'on a ici demandent beaucoup plus d'efforts parce que on cherche, j'ai l'impression que c'est vraiment plus la connaissance, la pratique qui te permet de réussir plutôt que le par cœur. Je pouvais maîtriser mes cours, savoir telle virgule interagir à tel endroit, mais si je n'ai pas pratiqué, fait les exercices et compris réellement la notion, c'était difficile les examens. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, l'ajustement a été facile. Okay. C'est vrai que le système ici, ça nous met plus sur les faits, comme ce qu'on rencontre vraiment dans le monde du travail. C'est plus qu'est-ce que tu sais faire plutôt que qu'est-ce que tu as appris. Et je ne sais pas comment expliquer, mais on veut vraiment tester si tu as compris la matière. L'administration des affaires, est-ce que ça offre beaucoup de débouchés vu qu'il y a divers Il y a beaucoup de branches, oui. Mais je pense que ça ouvre vraiment beaucoup de débouchés. Par exemple, quelqu'un qui a fait administration peut travailler, même sans avoir fait une concentration en finance, tu peux travailler dans une banque, tu peux travailler dans des institutions privées de placement, d'investissement, juste grâce à ton bac en administration des affaires. Donc, oui, ça ouvre beaucoup de débouchés parce que, je veux dire, l'administration, c'est aussi quelque chose qui s'apprend au sein de l'entreprise. Donc, il y aura toujours une formation qu'on va te donner qui va faire en sorte que tu sois capable de remplir tes tâches. Donc, après avoir diplômé, quand tu as gradué, ça t'a pris environ combien de temps pour avoir du travail et puis quelle a été ta démarche pour rentrer dans le monde du travail? Ça m'a pris 1 an. Pas 1 an pour avoir du travail, mais 1 an pour avoir du travail comme plus dans mon domaine. Et pourquoi? Ça revient toujours au système, comme j'expliquais tantôt, parce que ici, c'est vraiment, on veut savoir qu'est-ce que tu as fait concrètement, plutôt que quels sont tes diplômes. Et moi, quand j'étais au pays, j'avais pas fait vraiment beaucoup de stages, j'avais pas vraiment encore travaillé. Et c'est ça qui est valorisé ici dans les entrevues. Et pour avoir un poste en général, c'est vraiment ton expérience qui est valorisée. Donc, ça a été compliqué, mais il a fallu que j'aille me chercher de l'expérience, que ce soit en faisant des bénévolats, que ce soit en faisant des stages, ou même en aidant, par exemple, des amis qui ont... Ce sont des choses que tu peux intégrer dans ton CV et qu'on ne sait même pas. Par exemple, juste être membre d'une association, ça te donne aussi certaines responsabilités. Comme j'étais membre du club Toastmaster à l'Université Laval, et puis en étant membre du club, il y avait certaines responsabilités que j'avais qui pouvaient être valorisées dans mon travail actuel. Et que c'est un conseiller de l'Université Laval qui m'a aidé à faire valoir tout mon savoir-faire parce que ce sont des choses qu'on minimise alors que ça compte vraiment. Ça montre que oui, tu es capable d'avoir des responsabilités et de les mener à bien. Donc, ça a été difficile de faire comme le switch dans ma tête, de me dire que oui, j'ai pas travaillé encore, j'ai pas fait beaucoup de choses, mais toutes mes expériences autour du travail, en tout cas, je ne sais pas comment expliquer, mais toutes mes expériences ont de la valeur. Donc, une fois que j'ai pu mettre ça en valeur dans mon CV, ça a été facile. C'est vrai que pendant les études, les Canadiens
On les voit travailler. Oui, c'est ça. Ils travaillent dans leur domaine. Moi, je trouvais ça bizarre. Je me dis, concentre-toi sur tes études. Maintenant, ils travaillent à temps partiel pour avoir de l'expérience. Mais c'est fou parce que même un travail au McDo, on minimise, nous on minimise en tant qu'étudiants étrangers parce que quand on arrive, on n'est pas obligé de travailler chez nous. Mais quelqu'un qui travaille au McDo et qui a l'habitude de parler aux clients, ça apporte comme le service à la clientèle, il sait faire. Et donc ça peut toujours jouer parce que quand tu es dans le travail où tu dois parler avec des clients, on sait que tu as une expérience dans la communication. Donc ça aide. Quel poste tu occupes actuellement? Actuellement, je suis technicienne en recouvrement fiscal pour le gouvernement. Ok. Et puis en plus de travailler pour le gouvernement, tu es la fondatrice de Couronne Afro. C'est ça. Donc on peut dire que tu as trouvé ta passion maintenant. Oui. C'est ça. C'est quoi Couronne Afro? Couronne Afro, c'est une entreprise que j'ai créée quand j'ai terminé mes études, justement dans le temps où j'avais pas encore de travail et que j'étais en recherche, mais ça m'est venu de façon graduelle et sans que je ne réalise même, parce que avant, quand je venais d'arriver, j'avais de la difficulté à trouver des coiffeuses pour me tresser. Parce que j'étais arrivée à l'université de Moncton, j'étais en résidence, il y avait plusieurs Africaines, donc il y avait toujours quelqu'un de disponible pour me tresser. Donc j'ai pas réalisé qu'il y avait comme ce manque-là, parce que j'étais bien entourée. Mais tu sais, au pays, par exemple, il y a des salons de coiffure partout. Si tu veux te coiffer, c'est pas difficile et ça coûte moins cher. Mais quand je suis arrivée à Québec, après mon transfert à l'université Laval, j'ai compris que ça allait pas être pareil. Donc, j'avais plus personne pour me tresser, donc j'ai dû chercher dans les salons de coiffure. Mon amie avec qui j'avais déménagé, elle a trouvé la première. Elle est partie se coiffer. Elle est revenue, elle m'a dit combien ça lui avait coûté. C'était $150 qu'elle avait payé pour les mèches, la coiffure, etc. Et puis j'ai trouvé ça hyper cher. J'avais pas encore de travail étudiant et donc ma mère, elle m'aidait pour l'épicerie et choses comme ça. Donc j'avais $200 par mois. Je me suis dit, je vais pas mettre $150 dans une coiffure. Donc ça a fait que je me suis dit, j'ai des cheveux sur ma tête, donc pourquoi je vais payer quelqu'un pour rajouter des cheveux qui ne sont pas à moi? Donc petit à petit, j'ai regardé des YouTube, j'ai appris comment prendre soin de mes cheveux. Je détestais ça parce que pour moi, c'était comme une fois que je suis grande, j'aurai le droit de mettre des perruques, j'aurai le droit de mettre des tissages, de défriser même mes cheveux, mais ma mère a toujours refusé que je défrise mes cheveux. Donc, pour moi, c'était comme porter ses cheveux naturels, c'était pas une chose de grande fille. Mais j'avais pas l'argent j'avais pas l'argent pour ça, j'avais pas les moyens de ma politique. Donc du coup, j'ai appris à prendre soin de mes cheveux. Et plus je prenais soin de mes cheveux, plus j'apprenais et plus j'aimais. Donc moi qui n'avais jamais aimé mes cheveux, juste le fait de les connaître et d'être obligée de juste les porter, ça m'a aidé à les aimer. Et plus je les aimais, plus les gens autour de moi les aimaient aussi. Donc mes amis ont commencé à voir que mes cheveux étaient beaux, qu'ils poussaient, qu'ils étaient en santé. Et ils ont commencé à me demander des conseils. Donc je donnais les conseils par-ci par-là. J'ai même appris à me coiffer moi-même. Et en apprenant à me coiffer, j'apprenais aussi sur les têtes de mes amis. Ça a fait que de fil en aiguille, je me suis dit que si moi j'ai eu ce besoin et que mes amis ont ce besoin, ça veut dire que partout à Québec, il y a forcément des gens qui cherchent, qui ne savent pas comment faire, ou bien qui voient et qui aiment sur les autres, mais se disent que pour eux, ce ne sera pas facile. Donc, c'est là que je me suis dit, je vais créer une entreprise pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir comme cette ressource à disponibilité pour prendre soin de ses cheveux naturels. Donc si je comprends bien, tu conseilles ou tu mets les personnes en relation avec des professionnels. C'est ça, exactement. Donc, à la base, je voulais créer un salon de coiffure, mais je me suis dit, le salon de coiffure, ça ne résout pas le problème parce que c'est pas tout le monde qui sera à proximité de ce salon de coiffure. Et puis, si c'est le seul,
il n'y aura pas tant de disponibilité que ça pour le nombre de personnes noires qui migrent chaque année au Canada. Donc, je me suis dit, il y a déjà des salons de coiffure partout. Donc, pourquoi ne pas offrir la formation à ces salons de coiffure-là? C'est même juste des coiffeuses qui tressent à domicile pour qu'elles puissent comprendre les cheveux naturels, savoir comment aider leurs clientes à les garder en santé et juste pour que même quand elles partent se faire coiffer, qu'on n'abîme pas leurs cheveux en leur faisant des tresses avec rajout, etc. Donc, je donne maintenant la formation à travers une professionnelle qui a conçu la formation. Donc, elle a conçu, la formation est en ligne, puis les coiffeurs s'inscrivent. Ils peuvent suivre à n'importe quel moment. Il y a toujours des séances pratiques au besoin. Et puis, je crée le lien entre les coiffeurs formés et puis les clients. Est-ce que au moment où tu as voulu lancer ton entreprise, tes études en administration t'ont aidé? Oui, mes études m'ont aidé parce que, par exemple, on a fait un cours sur l'entrepreneuriat. Et puis, dans ce cours, il y avait comme les bases pour créer son plan d'affaires. Donc, grâce à ça, j'ai su quelles étapes il fallait par quelles étapes il fallait que je passe pour pouvoir créer mon entreprise. Mais l'entrepreneuriat, c'est comme, on a une idée de ce que c'est, mais c'est vraiment quand tu es sur le terrain que tu comprends que c'est vraiment différent. Et donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je continue encore de faire des erreurs, mais j'ai compris qu'il fallait aussi savoir se faire accompagner. Parce qu'il y a des gens qui sont passés par là avant nous. Et puis, les erreurs que nous on peut faire, eux, ils les voient venir de loin. Et donc, ils peuvent nous aider, nous conseiller et tout. Donc maintenant, je cherche vraiment à tout le temps trouver comme une ressource qui va m'aider dans une étape que je ne connais pas encore. Mais oui, mes études m'ont aidé parce que ça te donne quand même une base. Puis le reste, c'est vraiment, tu découvres quand tu te lances. Cet été, je pense que toi, avec vous êtes d'autres partenaires. Il y a Prima Abalo qui est fondatrice de La Sauce. C'est une entreprise qui offre un service traiteur, soit pour les événements, soit pour les particuliers. Et puis il y a Arabelle qui a l'entreprise d'Assa. C'est une entreprise qui offre des boissons pétillantes à l'hibiscus. Donc on est 3 sur un projet. Le projet s'appelle Un été au naturel. Quoi consiste ce projet? Été au naturel, c'est un projet qui m'est venu quand j'ai vu que les clientes, dès qu'elles ont comme l'information, après peut-être des consultations capillaires ou bien des services de soins qu'on leur a donnés, elles savent déjà ce qu'il faut faire pour leurs cheveux. Donc, elles en prennent mieux soin, mais elles n'osent quand même pas porter leurs cheveux naturels. Elles vont faire les soins, puis faire une coiffure avec rajout, ou mettre une perruque, ou mettre un tissage. Et elles n'ont pas le temps de vraiment se familiariser avec leurs cheveux en dehors des moments où on leur fait des soins. Et j'ai compris que ça, c'était aussi un blocage parce que on ne se voit, quand on a grandi en ayant l'habitude de couvrir nos cheveux, on n'a pas l'habitude de notre image avec les cheveux naturels. Et donc, ça prend comme une certaine adaptation. Et pour commencer à se trouver juste belle avec, juste savoir que, par exemple, je peux fêter mon anniversaire, regarder mes cheveux, faire une coiffure avec, mais il y a certaines choses qui font que, certains a priori, les idées reçues qui font que, quand on a une occasion spéciale, par exemple, on ne va jamais penser à nos cheveux en premier. On va se dire, oh, il faut que je fasse telle coiffure, mais ça toujours avec des extensions bien ça. Donc je me dis, pour sauter le pas, c'est bien qu'on fasse un défi ensemble où on s'oblige à rester avec nos cheveux et on le fait ensemble. Parce qu'il y a le côté ensemble qui fait en sorte que c'est plus facile de le faire que si on le fait seul. Il y a d'autres personnes qui vont passer par les mêmes épreuves que nous. Soit on est découragé, soit on ne se trouve pas bien. Mais quand il y a d'autres personnes qui peuvent t'encourager, te dire que oui, tu le fais parce que tu veux t'affirmer avec tes cheveux, tu veux commencer à te trouver belle toi-même et ça te donne de la confiance en toi, c'est plus facile d'aller jusqu'au bout. J'aimerais savoir, c'est quoi le cheveu naturel?
Dans le cheveu naturel, c'est juste le cheveu tel qu'il pousse sur ta tête sans qu'on y apporte aucune transformation, que ce soit chimique. Donc, c'est juste ton cheveu tel qu'il pousse sur ta tête. Ok, donc, lui, si quelqu'un défrise ses cheveux, c'est plus naturel. Selon moi, ce n'est plus naturel. Ce sont toujours tes cheveux, mais tu as apporté une transformation à sa nature. Parce que normalement, le cheveu crépus, il est bouclé. Puis le cheveu défrisé, il est lisse. Ok. Mais par exemple, si je teins mes cheveux. La teinture, je pense que ton cheveu est naturel, mais la coloration n'est juste pas naturelle. c'est Ok. tout. Le challenge sera du 31 mai au 16 août. Wow, tout C'est l'été. vraiment pour donner une période parce que la difficulté c'est de créer des habitudes. Et si on se donne 2 semaines, en 2 semaines tu n'as pas le temps de créer une habitude. Et puis quand tu te forces pendant 2 mois, il y a par exemple des coiffures que tu vas apprendre à faire rapidement sur tes cheveux. Il y a des petites astuces que tu vas comprendre et intégrer à ta routine plus facilement que si tu le fais pendant juste un petit laps de temps. Et l'été aussi, c'est la meilleure période pour nous, pour les cheveux naturels, parce que le temps n'est pas froid, les cheveux ont moins de chances de se casser. Et puis, c'est ça. Donc, 2 mois et demi. Et c'est quoi les modalités pour participer? L'inscription est gratuite. Mais il y aura des activités tout au long de l'été parce que l'idée c'est aussi que les personnes puissent se rencontrer et puis puissent comme familiariser, socialiser et tout. C'est quand même l'été, donc on veut que ce soit des moments partagés qui soient un peu fun et puis juste permettre des rencontres entre personnes de la communauté. Mais donc les activités seront payantes, mais on ne veut pas que les prix soient quand même trop élevé pour décourager, donc ça va entre 10 et 15 dollars. Donc il y aura comme des ateliers de coiffure, un atelier de cuisine avec la sauce et puis puis il y aura aussi comme des activités juste pour se retrouver comme un sip and paint. Donc le tout entre 10 et 15 dollars. Puis tout le monde n'est pas obligé de participer à toutes les activités, mais c'est juste, on veut créer cet effet de on est ensemble, on le fait ensemble, plutôt que chacun soit chez lui de son côté. Puis l'activité est ouverte pour seulement les personnes à Québec ou tout le Canada? C'est ouvert à tout le Canada. Et pour ça, justement, on a pensé à des activités en ligne pour que les personnes qui ne sont pas à Québec puissent aussi se retrouver et sentir qu'elles font partie du défi. Donc il y aura des ateliers en ligne avec des marques, des professionnels du cheveu afro qui vont justement aider à détecter les bons produits pour nos types de cheveux, qui vont déterminer aussi quelles sont les bonnes routines à adapter. Donc tout est vraiment fait pour que à la fin de l'été, une personne qui n'est pas à l'aise avec ses cheveux puisse se sentir beaucoup plus confiante. Participer au challenge. Les inscriptions sont gratuites. Mais moi, avec mes locks, est-ce que je peux participer? Tu peux participer, mais il y a un mais. On a pensé à plusieurs catégories parce que avec les locks, on se dit l'entretien, la difficulté n'est pas la même. Parce que quelqu'un qui n'a pas de locks, qui est obligé de dealer avec ses cheveux naturels, elle doit plus souvent manipuler ses cheveux, elle doit trouver les coiffures qui lui conviennent et qui lui vont, qu'elle est à l'aise aussi à faire. Donc il y a un niveau de difficulté plus élevé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura des catégories dans les participantes selon le niveau de difficulté aussi. Et les gagnants aussi. Parce que comme c'est un défi, il y aura des gagnants, il y aura des prix. Donc c'est ça. Ah, je participe. Dans un avenir plus que parfait. Oui. Tu te projettes où dans 5 ans, est-ce que tu te vois plus entrepreneur à continuer à œuvrer pour les cheveux crépus ou salarié? Dans un avenir très très parfait, je me vois plus entrepreneur, mais je ne sais pas où la vie va me mener parce que je me dis ce sera peut-être toujours dans le domaine du cheveu parce que j'aime ça, j'aime vraiment aider les gens, j'aime voir comment dire
l'émerveillement sur la face des gens quand ils découvrent ce que leurs cheveux sont capables de faire, que ce soit une coiffure ou bien comment ils peuvent être en santé. J'aime vraiment ça. C'est vraiment ça qui me motive le plus. Bon, c'est sûr que j'ai aussi envie d'avoir la liberté financière et tout, mais quand je peux être découragée, par exemple, je sais que ce qui me maintient dans l'entrepreneuriat, c'est de voir que j'ai vraiment un impact dans la vie des gens, même si c'est un domaine que les gens peuvent minimiser. Moi, je trouve que c'est important parce que quand tu es à l'aise avec tes cheveux, tu es aussi un peu plus à l'aise avec toi et tu as un peu plus confiance. Maintenant, je me dis, s'il y a d'autres sujets qui peuvent me passionner, parce que j'ai aussi découvert ma passion pour les cheveux tard, après avoir terminé mes études, mais s'il y a un autre et que je veux l'explorer, ben je vais l'explorer. De nos jours, en 2025, est-ce que tu penses que les femmes africaines commencent à aimer leurs cheveux crépus, pas seulement au Canada, mais dans le monde? Oui, je pense que ça a beaucoup, mais beaucoup évolué. Parce que juste quand je fais une comparaison entre quand je suis arrivée à Québec et maintenant, je crois que dans mon entourage, j'étais la seule qui portait, enfin, de celles que je connaissais, mes amis, les personnes que je voyais en cours et tout, j'étais soit la seule, soit parmi les rares personnes que je voyais avec leurs cheveux régulièrement. Mais maintenant, c'est comme, c'est plus facile de voir, en tout cas, j'en vois beaucoup plus que quand je venais d'arriver à Québec. Donc, je pense que c'est représentatif de ce qui se passe partout dans le monde. Et puis, les femmes noires ont cette envie-là de vraiment commencer à s'assumer et à juste prendre confiance en elles, à se sentir belles comme elles sont, avant que ça ne vienne de quelqu'un d'autre. Elles-mêmes se le disent avoir à elles. Est-ce que tu penses que le fait qu'en Afrique, par exemple, les femmes, la majorité des femmes portent des rajouts, des perruques, est-ce que ça contribue au frein du développement de l'Afrique, d'une part? Je ne sais pas, ben, peut-être sur le plan économique, mais je ne me suis pas penchée dessus parce que sûrement ça crée des coûts d'importer justement toutes ces extensions-là. Et puis, ce sont des dépenses qu'on fait qui ne reviennent même pas à nos pays parce que les mèches, je pense que la plupart sont importées de Chine. Donc, oui, ça peut contribuer, mais je pense aussi que c'est juste un symptôme de notre manque d'acceptation de qui on est. Et puis, oui, ça peut créer un frein parce que les personnes qui ont confiance en elles, qui savent, qui sont bien ancrées dans leur identité, sont des personnes qui apportent beaucoup plus de valeur à leur société que des personnes qui ont besoin comme d'adopter l'image, d'adopter la culture d'une autre, comment dire, communauté pour pouvoir se sentir bien. Donc je pense que plus les Africains auront conscience de leur valeur et la valeur de leur identité, plus on pourra faire de grandes choses. Wow. Mais tu penses que le cheveu afro, la promotion du cheveu afro, ça peut être une opportunité en Afrique vu que les femmes portent toujours des mèches et tout, ça peut... Ça peut être une opportunité, mais ça va d'abord passer par un gros travail d'éducation, de déconstruction, parce que c'est pas toujours bien. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est chez nous, là où il y a la population noire est la plus forte, la plus grande, que les cheveux afro sont le moins bien acceptés. Juste une anecdote, quand je rentre chez moi et puis que je n'ai pas mes cheveux comme tressés avec des rallonges ou quoi, je peux avoir des commentaires comme tu te coiffes quand? Alors que alors que ici par exemple, genre, je crois que j'ai eu le plus de compliments dans ma vie sur mes cheveux quand ils sont naturels que quand je fais des rajouts. Que ça vienne de Perse, de Québécois, que ça vienne d'Africains. Mais au pays, c'est le contraire. Même quand je vais me faire coiffer au salon de coiffure, on me demande pourquoi mes cheveux ne sont pas défrisés. Donc ça passe vraiment, ça va d'abord, c'est une opportunité, mais pour se lancer, il faut savoir qu'il y aura un gros effort d'éducation qu'il faudra d'abord faire pour que ça prenne.
Merci Patrice pour le partage, c'était vraiment enrichissant. Merci à toi de m'avoir invité, c'était vraiment très bien. Merci. Et puis j'espère que les Africains commenceront à aimer de plus en plus leurs cheveux naturels. J'espère aussi. Plus on se montre avec nos cheveux, plus ça inspire d'autres personnes.